Nous allons entrer dans la seconde phase de ce début de matinée avec Claire de Selve. Je t'invite à nous rejoindre sur cette scène. Claire est directrice de la relation client Europe, Moyen-Orient, Afrique. Tu nous reviens du Maroc, exactement. Donc merci d'avoir aménagé ton emploi du temps pour pouvoir être avec nous ce matin. Je l'évoquais, voilà, on a parlé effectivement d'un point de vue de dirigeant. Là, on va voir un autre point de vue qui est également très macro, puisqu'il s'agit là d'un très large territoire, et comment Orange, qui est une marque très connue et très connue de cette salle, puisqu'on a la chance aussi d'être accueillis très régulièrement, notamment à Orange Campus, et donc pour ça aussi, merci, de pouvoir voir comment cette marque internationale sur un grand périmètre réussit effectivement à ajuster effectivement son expérience client, et tu vas nous dire comment effectivement penser global et peut-être agir local. Je crois que c'est le titre exact de la présentation que tu as prise. Voilà les petites zapettes avec le petit bouton. La salle est à toi. Je te sers un petit verre d'eau, où tu le souhaites. Comme tu veux, tu peux bouger, je te sers un petit verre d'eau en attendant le temps que tu décides. Tout va bien. Oui, c'est juste ici. Bonjour à tous, et puis merci à toi de m'avoir invité. Alors, depuis ce matin, là, je regarde l'agenda et tout d'un coup, je me dis, mais tu m'as caché un truc. Tu as fondé une pyramide de Maslow. On a les besoins physiologiques avec l'alimentation, on a la sécurité, hein, j'ai vu qu'on avait un général d'armée. Et alors du coup, je me suis dit, mais pourquoi il m'a invité? Et après, j'ai compris. Le premier besoin de nos ados, c'est le Wi-Fi. C'est la première. Donc c'est pour ça que tu m'as invité, non? Tu as enfin la vraie raison de ta venue, tu vois. Pardon. Je pense qu'il doit fonctionner, il va être mis. Ah, voilà. Donc j'ai compris pourquoi tu m'as invité, c'est pour ça? Exactement. D'accord. Sois la bienvenue. D'accord. Donc merci de m'avoir invité aujourd'hui. Tu préfères peut-être que je m'assoie? Ah non, c'est tout comme tu souhaites, mais tu peux t'asseoir si t'es mieux debout. Comme ça, je te vois bien. Voilà. Donc juste pour démarrer, qu'est-ce que c'est que la relation client pour le groupe Orange? Donc on est présent dans 17 pays d'Afrique, dans 7 pays d'Europe, et ça se matérialise sur 4 axes. Les boutiques, donc on en a à peu près 14 000 en Europe, enfin plutôt 12 000 en Europe, 14 000 en Afrique. Ça se matérialise par la relation client à distance. Donc à distance, c'est dans les centres clients ou en digital. Et puis ça se matérialise par l'installation à domicile. Peut-être que certains d'entre vous ont souffert d'une installation à domicile Orange, mais voilà, c'est un domaine aussi qui est pas négligeable. Donc pour nous, c'est vraiment les telcos, on est vraiment un business à part. On a à peu près 149 millions d'appels en service client Europe, Afrique, 60 millions pour l'Europe. Donc on a des centres clients qui sont dimensionnés pour vraiment recevoir un nombre d'appels énorme. Et je sais que dans la salle, on a certains de nos partenaires. Pour Orange, elle est principalement externalisée, la relation client, dans des centres qui sont très souvent offshore. Ah ben je te vois. Donc elle est beaucoup externalisée. On a notamment une approche qui est que quand on est présent dans un pays, c'est pas parce qu'on a déployé une filiale, c'est qu'on a racheté un acteur du marché et qu'on l'a complètement rebrandé. Et quand on le rebrande, alors bien entendu, on lui demande d'adhérer aux valeurs d'Orange, aux valeurs de la marque Orange. Et depuis peu, on s'est dit qu'on allait aussi demander à nos filiales d'adhérer aux valeurs de l'expérience client Orange. Et donc, on s'aperçoit aussi que d'une filiale à l'autre, on n'a aucune homogénéité. On a des revenus par utilisateur qui n'ont rien à voir, on a des habitudes de consommation qui n'ont rien à voir, des habitudes d'achat qui n'ont rien à voir. Donc, chaque pays est très particulier. Et pour vous expliquer un petit peu mon métier et faire le lien avec le thème que tu m'as demandé d'aborder, donc moi j'ai avec mon équipe 3 grands rôles. Un premier qui est d'écrire la vision pour le groupe, c'est-à-dire la stratégie. Donc ça, je le co-construis avec l'ensemble des patrons de la relation client des pays. Et on écrit une espèce de vision très macro, qui peut être celle du groupe finalement, sur laquelle on s'est tous mis d'accord. Mais bien entendu, la localisation, l'application de cette stratégie, elle doit vraiment être localisée parce qu'on ne peut surtout pas faire la même chose partout, c'est impossible. Donc c'est un premier point qui est d'écrire la vision.
de construire les trajectoires financières d'OPEX, de nombre d'appels en service client, etc. Et on a un deuxième rôle qui est finalement de permettre à l'ensemble des patrons de la relation client du groupe, que ce soit au Sénégal, au Maroc, en Moldavie, en Roumanie, en France, de se réunir, que ce soit en physique ou en digital, et d'échanger autour de leurs préoccupations, leurs pratiques. Ça permet notamment à ceux qui sont les plus avancés, et je pense notamment à la Pologne, qui est un de nos pays les plus avancés, de dire, voilà, moi pour déployer mes bots vocaux, qui est vraiment une des forces de la Pologne, voilà comment j'ai fait, voilà les problèmes que j'ai rencontrés. Ça permet à plein d'autres pays de gagner du temps et d'éviter des écueils, d'éviter de reproduire des erreurs. Le deuxième axe de travail qu'on a avec mon équipe, c'est un support très opérationnel. Donc on travaille avec les pays, on les accompagne. Et il y a Sylvia dans la salle, je ne sais pas, je la vois pas, elle est là. On les accompagne pour mettre en place une démarche d'efficacité opérationnelle. En clair, on est capable, avec une équipe, d'aller dans un pays, de passer une semaine à les auditer, entre guillemets, de regarder tout, l'ensemble, leur fonctionnement, leur KPI, leur tableau de bord, comment ils recrutent, comment ils forment. Et au bout d'une semaine, on est capable de leur dire, voilà vos axes d'amélioration, rapide, moins rapide, court terme, moyen terme. Et voilà comment vous pouvez aller jusqu'à la certification. Quand on met en place ce genre de démarche, on augmente la satisfaction client de manière drastique. On arrive à atteindre des taux de satisfaction client à 85%, que ce soit dans les centres clients, dans les boutiques ou pour les bots. Et puis surtout, on fait des économies de coûts parce qu'on améliore la performance et on peut économiser entre 15 et 30% des coûts de nos services clients. Et puis, on a une activité aussi qui concerne le management des partenaires parce qu'on a des contrats qu'on gère au niveau groupe. Donc, on a 4 grands partenaires qu'on gère au niveau groupe, au niveau des RFP, etc. Mais par contre, chaque filiale, elle a ses spécificités locales. Et elle a des petits partenaires locaux. Je vous donne un exemple. On doit développer du conseil en Swahili dans certains pays d'Afrique ou du conseil en Moldave. Enfin, donc, du coup, on ne peut pas forcément travailler qu'avec ces grands acteurs qui ne sont pas forcément présents dans tous les pays où nous allons être. Et puis, il y a trop de spécificités culturelles, etc. Donc, on a en moyenne entre 5 et 10 partenaires dans nos pays. On a aussi la partie digitale. Donc, sur le digital, on a 2 approches. Pardon. On utilise les bots, qui sont vraiment conversationnels et de plus en plus vocaux, pour accueillir nos clients, pour les traiter, pour les orienter vers un humain quand c'est nécessaire. Et puis, dans beaucoup de nos pays d'Afrique, on a développé du service client sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, et d'autres. Et donc, on met des bots pour pouvoir garantir la promesse de 24/7 et de réponse. Et à ce propos, j'ai une petite anecdote à vous raconter. On a déployé des bots en Roumanie et on les avait paramétrés comme on l'avait fait dans d'autres pays d'Europe, avec des bots qui répondaient très vite. Mais dans la culture roumaine, un bot qui répond trop vite, ils se sont dit, mais non, il y a un problème, c'est pas possible, ça bug. Donc ils fermaient, ils arrêtaient, ils disaient, non, c'est trop rapide. Donc on a dû ralentir le temps de réponse des bots pour que les personnes en Roumanie ne se disent pas, mais c'est quoi cet outil là, trop bizarre. Alors que dans d'autres pays, au contraire, il faut arriver avec une réponse très très rapide. On a un travail sur tout ce qui est automatisation des process, etc. Et puis enfin, on a, et je vois qu'Elisabeth est dans la salle, on a tout ce qui est posture relationnelle, donc la tonalité, des formations pour avoir une posture, un état d'esprit et un vocabulaire commun. Alors bien entendu, pareil, on donne des directives groupes, on va dire, mais chaque pays l'adapte à sa culture. Donc ça, c'est pour la partie globale de mon activité qui est donc globale et qui se décline de manière locale. Et pour ça, on met en place des programmes pour aider les pays à déployer leurs spécificités locales. Alors, comment est-ce qu'on traite l'expérience client au sein d'Orange? D'abord, avec mon équipe, on mène maintenant, et Sylvia est dans la salle, ce qu'on a appelé des Customer Experience Review. Donc, on fait un travail en chambre d'abord chez nous, qui consiste à analyser l'ensemble des aspects de l'expérience client dans le pays, donc les offres, les réseaux, tout ce qui est contact avec nos points de contact avec nous, service client, digital, etc.
tout ce qui est facilité de travailler avec nous. Est-ce que je dois faire beaucoup d'efforts pour parler à Orange? Est-ce que c'est compliqué? Et puis un dernier volet qui est la partie RSE. Et on fait cet audit, on va dans le pays et on discute en mode détendu avec le patron du pays, le CEO du pays, et on lui montre ses forces, ses faiblesses, ce que font les autres, ce qui se fait ailleurs que dans les télécoms. Et ça permet de faire une espèce de discussion sur des axes d'amélioration. Là, on revient du Maroc. Et typiquement, il nous a demandé de le mettre en rapport avec la Roumanie pour voir comment eux gèrent leurs partenaires avec une approche un peu particulière. Donc voilà, ça crée des ponts. Et ça permet aussi, nous, quand on se rend dans les pays, de mieux sentir, de mieux comprendre ce qui se passe. Et comment on travaille? On a deux grands outils de mesure au niveau groupe. On a ce qu'on appelle un brand tracker. Et donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est ce qui ressort de notre brand tracker. Le brand tracker, c'est sur tous les pays du groupe. C'est posé à la fois, des questions posées à la fois aux clients d'Orange et aux clients de la concurrence sur des gros échantillons. Et ce que montre notre brand tracker, c'est que ce qu'on appelle nous le brand power, ça fait chic, le brand power, c'est-à-dire la perception de la marque, ce qui fait la valeur de la marque pour nos clients, eh bien, il s'appuie sur trois grands leviers. Le premier, bien sûr, on s'en doute, c'est les tarifs. Les gens veulent des tarifs pas chers. Et ça, on voit que partout dans toutes nos géographies, il y a une espèce d'uniformité maintenant. Dès qu'un pays lance une offre, qu'elle soit originale ou pas, elle est copiée le lendemain par ses concurrents. Donc, c'est pas là qu'on va se différencier à l'avenir. Les réseaux, bien sûr, là, pareil, on va de plus en plus vers des locations de nos réseaux les uns aux autres, ce qu'on appelle les towerco. Donc, pareil, la différenciation sur les réseaux, elle ne va pas trop se faire à l'avenir. Et le troisième driver, le plus fort, c'est la relation client. Donc, ce que nous disent nos clients, c'est que finalement, ce qui fait l'attractivité d'Orange, outre les offres et les réseaux, c'est d'abord la relation client. Donc, c'est vraiment l'axe sur lequel on veut se différencier dans les années très proches. Et c'est aussi l'axe majeur qu'on doit travailler pour pouvoir garder nos clients ou les attirer même, puisque c'est un facteur clé. On a un deuxième outil qui s'appelle le Customer Experience Tracker. Et lui, donc on l'a au niveau groupe pour la vue de tous les pays, qui nous donne un NPS, qui nous donne de la satisfaction sur tout un tas de volets. Et nous, ça nous permet d'avoir une vision globale. On l'utilise notamment pour faire nos CX Reviews. Et bien entendu, chaque pays a son propre fournisseur et crée des études plus fines, plus en profondeur, des études à chaud aussi, ce qui permet de nous nourrir à la fois d'une vue globale et d'une vue locale. Et en complément avec nos visites régulières ou nos discussions régulières avec nos pairs dans les pays, on arrive à avoir justement cette compréhension des spécificités, de ce qu'on doit adapter pour que ça fonctionne dans un pays et que ça soit localisé. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, importance de la relation client. Et aujourd'hui, l'expérience client chez Orange, elle se tourne autour de 5 grands axes qui sont les besoins clients. Donc le premier, c'est le zéro effort. Il faut que nos clients, ça soit facile de venir vers nous, de trouver où nous appeler, ou de nous parler, ou de trouver une réponse à un besoin. Et donc là-dessus, pour l'illustrer, en Pologne aujourd'hui, on a mis en place de la biométrie, c'est-à-dire de la reconnaissance vocale. Donc si je suis client en Pologne et que j'appelle mon service client, on va pas me dire bonjour, qui êtes-vous, quel est votre numéro de client, qu'est-ce que vous voulez. On va me dire bonjour Claire, comment allez-vous? Au fait, vous nous avez appelé il n'y a pas longtemps. Je vous passe tout de suite l'agent qui correspond à votre demande. Donc il y a vraiment un zéro effort à ce niveau-là. Dans d'autres pays, on travaille aussi sur la proactivité. On a notamment la Roumanie qui peut, si elle détecte une faiblesse dans le réseau et qu'elle a vu que toi, par exemple, Marie-Julien, tu fais beaucoup de data quand tu es dans le 9e arrondissement avec ton téléphone, elle va t'envoyer un SMS et elle va te dire attention, le réseau, il va peut-être un petit peu tomber, mais voilà, il va être rétabli à tel moment. Donc on fait de la proactivité. Voilà. On regarde en fonction de tes usages. Sur la partie zéro effort aussi, en Pologne, la réglementation permet aux installateurs à domicile, donc ceux qui viennent vous installer la fibre, le Wi-Fi, de jouer aussi un rôle de conseil et de vendeur.
Et donc, par exemple, un installateur en Pologne, il est capable de dire, bah, tiens, je vais t'optimiser ton Wi-Fi, je vais te mettre des répartiteurs, tiens, regarde, tiens, tu as des enfants, bon, attends, on va upgrader ton tarif. Et il peut tout faire au domicile, ce qui est plus compliqué en France en raison de la législation. On a sur la partie instantanéité, pareil, je vous donnais tout à l'heure l'exemple des Roumains qui ne voulaient pas avoir trop vite la réponse de leurs bots. On a par exemple des spécificités très locales, très culturelles. En Roumanie, encore une fois, les parents sont très inquiets. Donc en Roumanie, quand on a lancé la maison surveillée, la caméra, vous savez, à l'intérieur, ou les montres connectées, ça a fait une explosion énorme. Pourquoi? Parce que les mamans, et je dis ça parce que Sylvia dans mon équipe est roumaine, et elle a une caméra chez elle, je le sais, mais les Roumains veulent vraiment vérifier tout ce qui se passe, savoir où est leur enfant, surveiller, c'est dans la culture, ça fait partie de leur ADN, et donc ça a explosé très vite en Roumanie, alors que c'était moins le cas dans les autres pays. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Oui, par exemple, dans les pays, en termes de temps d'attente, quand on est en Europe de l'Est, le temps d'acceptance, c'est 3 minutes. 3 minutes en appel, en service client, en boutique. En clair, il faut aller vite. Sinon, le client n'est pas content, il s'en va. Si on se situe dans les pays un peu plus à l'ouest, on peut dire, bon, écoutez, là, la boutique est pleine, je vais vous envoyer un SMS, allez faire un peu de shopping, revenez quand vous n'attendrez plus. Ça passe, ça peut passer en France parce que voilà, les boutiques sont dans des centres commerciaux, par exemple, et culturellement, c'est acceptable. À l'inverse, en Afrique, on a des temps d'attente acceptables qui sont autour d'1 heure. On a des clients qui appellent le service client juste pour dire bénédiction. On a des clients qui adorent aller en boutique parce qu'elles sont climatisées, parce que du coup, je vais pouvoir parler avec mes voisins qui sont aussi dans la boutique. Donc moi, un temps d'attente d'1 heure, c'est parfait. Surtout, je ne veux pas qu'on me demande de rester 3 minutes. Donc on adapte vraiment tous nos métriques à la culture, aux usages qui sont très différents d'un pays à l'autre. On a, pour les bots, par exemple, tout ce qui est pays d'Europe, on voit bien qu'il y a une tendance de plus en plus forte à vouloir plutôt ce qu'on appelle du bots vocal. Donc, vous connaissez la vieille technologie qui existe encore et qui est de dire, pour avoir le service truc, faites le 1, le 2, l'étoile. Et donc, ça... Dans certains pays, ça ne fonctionne plus du tout. Ça s'appelle l'IVR. Culturellement, ils veulent plus entendre ça. Donc, on met des bots vocaux. Et c'est bonjour, quel est votre besoin? Et je vous oriente. Et je vous oriente soit vers un humain, soit vers la réponse digitale à votre demande. On a aussi des robots, des petits robots automatisés, qui permettent d'aller détecter, notamment je pense à l'Espagne, où les matchs de foot sont un moment très très fort et où tout le monde veut regarder le match de foot sur son mobile. Donc on a des petits robots qui arrivent à détecter que sur une population un peu au moment proche du moment du match, il y a tant de pourcents qui n'ont pas pris l'option qui va leur permettre de voir la chaîne et de voir le match. Ce qui génère chez nous, si ce n'est pas le cas, des milliers d'appels en service client pour dire je veux l'option, je veux l'option. Et après, on n'arrive plus à gérer le flux. Donc, on les détecte automatiquement et puis on leur pousse un petit message qui leur dit oh, attention, le match arrive, veux-tu l'option? Et donc, ça permet d'éviter des flux en appel client. Sur la partie humain, bien sûr, nous, chez Orange, on a pris le parti de dire pour un futur proche et lointain, quoi qu'il arrive, si vous êtes chez Orange, vous pourrez toujours déboucher sur un humain. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai acheté un billet d'avion sur un low cost pour moi. Et finalement, j'ai dû annuler mon voyage. Impossible de trouver un numéro de service client. Impossible de parler à un humain. J'ai tourné pendant 3 heures avec un bot, ce qui n'a jamais résolu mon problème. Je suis devenue folle. Ça, chez Orange, c'est hors de question. On pourra toujours déboucher sur un humain. Ça, c'est une règle absolue chez nous. Sur la partie philosophie, on va dire, on pratique aussi ce qu'on appelle la confiance a priori dans toutes les filiales d'Orange. C'est-à-dire que si vous avez un problème, eh ben, on va vous faire confiance. Alors bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui réclame tous les 3 jours, on va peut-être regarder un petit peu plus. Mais si ce n'est pas le cas, on va vous faire confiance a priori. Et on a notamment le cas qui est peut-être arrivé à certains d'entre vous. Vous partez à l'étranger,
vous avez oublié de fermer la data sur votre téléphone et vous revenez et vous avez une facture, parce que toutes vos applis ont capté la data sans que vous le sachiez, une facture horrible. Bah, là-dessus, voilà, on sait que nos clients sont de bonne foi, ils n'ont pas fait exprès, on fait attention à ça et on pratique, j'aurais pas dû vous le dire, vous allez tous réclamer maintenant, on pratique la confiance a priori. Sur la partie self-service, par exemple, on a une culture du self-service très forte en Europe. On aime bien, pour quand c'est un acte simple, aller faire directement sur notre appli Orange et moi, par exemple, ou n'importe quelle appli que notre fournisseur. En Afrique, non, il y a plus une culture du service. On préfère aller voir un humain, on préfère aller en boutique, on préfère appeler. C'est plus dans la culture, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus agréable. Et puis, sur la partie responsabilité, on a en Europe une approche qui est très zéro carbone, recyclage, respecter la planète, qui est de plus en plus forte chez chacun dans toutes nos entreprises, et qui est un objectif majeur pour les années qui viennent. Quand on se situe sur des pays d'Afrique, c'est pas tellement la majeure. La majeure, c'est plus l'inclusion numérique. Et c'est plus voilà, donner accès au digital, donner accès à l'éducation. Donc on a des centres qui sont là pour ça et qui permettent d'apprendre à des jeunes à programmer. On les aide à se former, c'est ce qu'on appelle nous l'inclusion numérique. Et on s'est rendu compte, là je reviens du Maroc, donc j'étais avec le patron de la filiale. Et dans le Customer Experience Review que je faisais avec lui, à un moment donné, je lui dis, bah, tiens, peut-être que le recyclage ou les terminaux, enfin, comment on appelle ça, aidez-moi. Reconditionner. Merci. Les terminaux reconditionnés sont une approche à songer pour vous sur votre marché. Et là, il éclate de rire et il me dit, non mais va dans le souk. Va dans le souk. Dans le souk, il y a des terminaux qui sont reconditionnés 5 fois. Les gens, ils se passent le téléphone, ils se le repassent. Il m'a dit, nous, le marché, il est naturel chez nous. Donc il m'a dit, non, ton idée, elle n'est pas bonne. Donc voilà, c'est culturel. En France, ça va fonctionner, on va mettre en place toute une armée. Au Maroc, ça existe déjà depuis très longtemps et ils sont reconditionnés 5 à 6 fois. Donc ça, c'était un peu pour l'anecdote. Et puis... Et puis sur la partie axe, on va dire, fort de travail autour de l'expérience client chez Orange, comment ça se traduit? C'est ce que vous voyez sur le cercle qui est devant moi. C'est des espèces de valeurs qu'on veut mettre en place, une approche qu'on veut proposer à nos clients, qui est que ce soit simple. Enfin voilà, c'est la réponse à tous ces besoins qu'on matérialise comme finalement une espèce de signature relationnelle et comme un guide pour tous ceux qui travaillent face aux clients. Alors, tu m'as demandé de donner un peu des exemples de ce qu'on faisait pour vraiment mettre la relation client au cœur. Justement, par exemple, le patron du Maroc avec qui j'étais avant-hier me disait moi, je suis ambassadeur de l'expérience client pour ma région, Afrique. Et je vais aller la semaine prochaine passer une journée en service client. Et j'ai déjà fait une journée en boutique. Et donc, on essaie de promouvoir une approche qui est d'ailleurs, c'est le slide d'après, je viens de réaliser. Voilà. Ça, c'est l'approche Afrique, ça s'appelle le Customer Touch. Donc, c'est vraiment une approche où on essaie de dire, voilà, chaque salarié, y compris les exécutifs, doivent aller passer du temps face aux clients. Et ça, c'est au moins 1 jour ou 2 jours par mois pour le staff. Et pour les execs, c'est 1 fois tous les 6 mois. 1 jour ou 2 jours, 1 fois tous les 6 mois. C'est bien, ça leur met un peu les pieds sur terre parce qu'on a tendance à être un peu éloigné du terrain, sinon. Et puis donc ici, sur la partie Afrique, donc il y a trois grands axes. Il y a la voix du client, donc c'est organiser le retour des besoins clients, remonter ce qui vient des boutiques, ce qui vient des services clients. C'est utiliser l'intelligence collective et toutes les propositions que peuvent faire les gens pour améliorer les parcours. Et puis, c'est une collaboration transverse. Donc, chacun va voir un client. Chacun aussi poste sur les réseaux des initiatives qui peuvent être intéressantes. Enfin, voilà, c'est toute une démarche pour impliquer, amener tout le monde à vivre le client et à vivre l'expérience client. Je vais revenir en arrière si j'y arrive. Bouton. Oui.
Voilà, l'exemple que je donne ici, c'est un exemple européen, c'est en Pologne. Et donc en Pologne, eux, ils font vraiment ce qu'ils appellent Customer Obsession. Donc c'est vraiment faire en sorte que tous les employés s'impliquent. Et ils ont plus de 2000 employés qui sont complètement investis, qui se regroupent régulièrement, qui regardent les détracteurs, pourquoi ils sont détracteurs quand ils ne sont pas contents. Et on oblige le comité de direction à rappeler de temps en temps un client qui dit « moi, je ne recommanderais pas Orange dans le tracker ». Donc ils le rappellent et puis ils se prennent parfois des volets de bois verts parce que le client n'est pas content, parce que ça ne s'est pas bien passé, mais ça remet au centre l'expérience client, le besoin client, et ça permet aussi d'aller prioriser des actions correctrices. Donc c'est une approche intéressante. Je crois que j'ai à peu près tout couvert, ce que tu m'avais demandé d'expliquer. Dans un timing parfait. Je suis ouverte aux questions. Merci beaucoup Claire. Si tu veux t'asseoir, voilà, je ne doute pas qu'il y a des questions qui vont arriver. Et puis en attendant, on a notre ami Peck, une culture client, une culture locale à comprendre. Une question, une question à poser à ma gauche. Puis peut-être sur la plateforme, on verra tout à l'heure. Oui, bonjour, Olivier Roche. Donc, je dirige une société qui justement développe des bots sur l'Afrique et sur l'Europe. Mais pour autant, je suis convaincu que plus le monde se digitalise, plus l'humain est important. Et il y a très peu de temps, j'ai lu une annonce de la Maïf qui précisait dans son annonce « Nous voulons des téléconseillers, il n'y a aucun script, aucun chronomètre, nous cherchons des personnes qui vont régler le problème du client ». Quelle est la position d'Orange par rapport à ça ? Alors, on a mis en place des cellules qu'on appelle des cellules d'experts qui sont là quand il y a vraiment des cas un peu douloureux de clients et qui traitent de bout en bout la demande. Et c'est ceux qui travaillent principalement les réclamations ou les sujets avec de l'émotion. Donc ces gens-là traitent de bout en bout. D'abord, ils sont internalisés, ils sont chez nous. Et ils traitent de bout en bout la demande client. C'est-à-dire qu'ils ne le lâchent pas jusqu'à ce que ça soit résolu. Et qui, je crois, en plus, c'est une des demandes des clients. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, moi, qui ressort d'ailleurs très régulièrement, sur le fait que les attentes des clients sont effectivement d'avoir accès à de l'humain, et puis également, idéalement, une personne qui suive de bout en bout pour réassurer, effectivement. Donc, merci. Et puis, merci aussi pour l'expérience partagée par rapport au rappel des clients insatisfaits par les CODIR. Je crois que c'est la FNAC qui a communiqué dessus encore il n'y a pas très longtemps sur Internet. Et vu l'explosion qu'il y a eu, je crois qu'on a partagé ça sur Internet, LinkedIn, en début de semaine. 800 likes en l'espace de 3 jours. Donc c'est quelque chose qui a priori fait tilt dans l'Assemblée aussi. C'est des questions, des commentaires. Une première question. Voilà. Bonjour, Majda Chaplin, directrice de la rédaction de MC Factory. Salut Olivier. Petite question pour la gestion des réclamations à travers les réseaux sociaux. Comment c'est géré en interne ? Est-ce qu'il y a des pics maintenant à travers ces canaux-là, ces plateformes ? Et comment c'est géré par Orange ? Alors, c'est pas géré en centrale. Ça, c'est vraiment géré en local avec des équipes dédiées qui sont organisées en utilisant des outils spécialisés pour répondre à des questions ou des réclamations adressées via les réseaux sociaux ou aussi, si certains buzzent un peu qui pourraient mettre en cause Orange, essayer de les apaiser. Donc ce sont des équipes dédiées. Vous devez faire allusion peut-être à la France qui gère tout ça, mais est un peu en mode comment améliorer la gestion justement de toutes ces réclamations qui arrivent sur les réseaux sociaux parce qu'on en est débordé. Merci Claire. Première question. Bon. Bonjour Claire. Isabelle Mirocha, administratrice à Marc. En déployant un processus comme ça qui met le client au cœur, est-ce que vous avez vu les différences en termes de business ? Est-ce que vous avez récupéré des clients ? Est-ce que vous vous êtes démarqué par rapport à la concurrence ? Alors, la Pologne, en l'occurrence, ça, c'est vraiment un de nos pays les plus performants en matière de relations clients. D'abord parce qu'ils ont déployé une approche de performance opérationnelle, ça fait beaucoup. Ensuite, parce qu'effectivement, ils sont obsédés par le client. Et à chaque fois qu'on parle avec eux, ils sont obsédés par être numéro 1 en NPS.
Il faut savoir qu'on est, on est numéro 1 dans 60% de nos géographies en NPS. Eux, ils sont obsédés. Mais oui, le constat qu'ils font, c'est que d'impliquer, d'emmener tout le monde autour de l'expérience client, c'est visible. Hein. L'expérience client est visible au niveau du COMEX de la Pologne. Donc le sujet est tellement prégnant que ça a des impacts où ils ont très très bons résultats. Ils ont 85% de satisfaction. Ils ont un first call rate, un taux de traitement au premier contact de leurs clients qui est autour de 82%. Ils sont hyper performants. Donc la démarche a apporté ses fruits. Oui. Bonjour Claire, merci pour ce partage. Valérie Leroy-Merlin, moi je me posais une question quand tu as parlé de confiance a priori. Comment la BU qui est en tous les cas manage ou anime plus particulièrement cet axe, l'évalue, la suit et quel parallèle dans ce cas fait-elle par rapport à la confiance a priori en le collaborateur? Est-ce qu'elle le suit également? Est-ce qu'elle l'anime également? Merci. Alors, pour le traitement de cette approche, chaque pays le fait de manière très particulière. Les cultures sont tellement différentes. En France, je sais qu'il y a un peu d'intelligence artificielle pour checker finalement le comportement du consommateur. Est-ce qu'il réclame souvent? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir un comportement un peu peut-être pas toujours très honnête? Donc il y a un peu d'intelligence artificielle. On regarde finalement tout ce qu'on a tracé du consommateur. Dans d'autres pays, la confiance a priori, ça fonctionne beaucoup moins bien parce que c'est pas trop dans la culture. Donc c'est traité vraiment de manière très locale. J'ai pas une réponse standard groupe à donner à cette question. Et en France, du coup, sur cette notion de confiance a priori, elle se distille comment, ou elle se distillerait comment? Alors, pardon, oui, parce que j'ai pas répondu au miroir interne. Effectivement, j'ai raté un petit bout de la question. Alors, bien sûr, la symétrie des attentions, c'est un sujet chez Orange. Dans une perspective où on est très externalisé, c'est justement tout un travail de collaboration qu'on fait avec nos partenaires pour que les frontliners se sentent imprégnés de cette marque, que soient outillés proprement. On en développe beaucoup ce qu'on appelle des bots, de l'automatisation pour leur faciliter la tâche et leur donner le maximum de champ d'action et des marges de manœuvre pour pouvoir justement faire un geste vers le client, créer un effet de waouh et dire bon écoutez, voilà, vous avez eu ce problème, allez, je vais vous offrir ça, ou donc c'est des marges de manœuvre. Et là, chaque pays, c'est finement piloté, chaque pays gère à sa façon tous ces aspects-là. C'est pas géré du tout au niveau central. D'accord. Merci Claire. Une question peut-être sur la plateforme? Il y a effectivement une question sur la plateforme, une question de Samia, sur un sujet que vous avez évoqué un tout petit peu. Elle souhaite savoir s'il y a des bonnes pratiques transposables, adaptables d'une filiale à l'autre, s'il y a des démarches d'émulation et comment ça fonctionne, si c'est le cas. Alors, en fait, par exemple, l'approche Orange Touch que l'Afrique est en train de déployer, donc ça, c'est vraiment une démarche de la zone Afrique, sur toute la zone Afrique. On est en train de se dire, tiens, finalement, on pourrait peut-être proposer une approche un peu similaire et prendre quelques bonnes pratiques qu'ils ont, notamment, je ne sais pas si ça avait été public, mais il y a quelques années, on avait une pratique qui était, on appelait ça, c'était du temps de Stéphane Richard, Stéphane et Stéphane. Et donc c'était Stéphane Richard, il va en boutique et puis il rencontre Stéphane qui est vendeur en boutique et il va prendre son rôle. Bon, alors c'est pas toujours très vertueux parce qu'on sait que Stéphane Richard arrive, donc tout est nickel. Ce que fait l'Afrique, c'est que c'est un peu plus en mode surprise. Donc finalement, il y a une personne qui arrive dans la boutique, on lui dit vous allez travailler toute la journée dans cette boutique, mais les gens ne savent pas que c'est le patron du Maroc. Donc voilà, donc, pour exemple, une bonne pratique qu'on peut peut-être reprendre de la zone Afrique vers la zone Europe, cette visite anonyme. Merci beaucoup. S'il y a une question, une remarque, une observation, une question là, sur le fond à gauche. Merci Marie-Hermine. Oui, allô, bonjour.
Vous avez parlé d'une solution de biométrie vocale que vous utilisez en Pologne. J'aimerais savoir quelle technologie derrière, éventuellement, vous avez utilisé pour développer cette solution, s'il vous plaît. Alors, en fait, ils se sont appuyés sur une société externe et c'est un principe d'opt-in, c'est-à-dire que le client doit accepter qu'on puisse reconnaître sa voix. Mais je ne peux pas vous dire quelle est la société. Une question a priori. Hop, Sébastien. Oui, sur la plateforme, Benoît souhaite savoir quelles sont les principales solutions technologiques sur lesquelles Orange s'appuie en Europe et en Afrique, et pour quelles fonctions en priorité. Alors, par exemple, pour ce qui concerne les bots, on a développé sur la zone Afrique, on a développé une solution interne qui est mutualisée et qui est proposée à l'ensemble des pays. Si on est sur les pays Europe, on va plutôt être avec des partenaires, Ring Central ou d'autres. C'est vraiment... on essaie de plus en plus de mutualiser, mais il y a tellement de spécificités locales que ce n'est pas toujours possible. Donc, grand partenaire, je peux citer Téléperformance aussi qui est dans la salle pour la relation client. Voilà, je vous en ai cité quelques-uns. Par rapport aux communications, je crois qu'on l'a échangé brièvement lors de précédents échanges. Je crois que c'est l'été dernier où Orange a communiqué sur une action un peu spectaculaire à l'égard de ses collaborateurs sur la possibilité, je crois, de faire une espèce de break. Il y a eu beaucoup de communication là-dessus. J'imagine qu'il y a une réalité. Je pose la question parce que tout à l'heure, on évoquait aussi la difficulté d'attirer finalement les équipes, de les fidéliser. On sait que le métier de la relation client est un métier un petit peu dur. Il y a peut-être une histoire peut-être dont on pourrait s'approprier quelques enseignements. Alors, ça va vous faire rêver, hein. Vous allez tous vouloir venir travailler chez Orange. On a créé Orange a créé Orange Respire. Donc, le principe, c'est successif au Covid, où il y a eu beaucoup de remises en cause, beaucoup de pertes de sens. Et donc, les ressources humaines d'Orange ont décidé de mettre en place une mécanique qui permet à tout salarié Orange qui a 10 ans d'ancienneté, quand même, de prendre une année de respiration. Le principe, c'est vous pouvez par exemple aller travailler pour une start-up, donc changer d'air, et la start-up va vous payer 20% de votre salaire, et les 80 autres % sont financés par Orange. Ça permet d'aller voir autre chose, de s'aérer, ça permet d'apporter des compétences à une entreprise. Ça permet d'apporter des ressources expertes à des entreprises qui n'auraient peut-être pas les moyens de se les payer. Donc c'est vertueux partout. Et puis de fidéliser, d'engager les collaborateurs. Et puis certains l'ont utilisé, c'est ça le rêve, là, ça fait rêver, même moi j'en rêve. Certains l'ont utilisé, j'ai vu là il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, il y a un ancien directeur commercial d'OBS. Lui, il part faire 1 an de tour du monde avec un âne et ses enfants et sa femme. Et il s'est mis à la théologie et à la philosophie. Et il reviendra dans 1 an. Ouais. Voilà. Alors, les candidatures... J'avais dit que ça vous ferait rêver, que vous voudriez tous travailler pour Orange après. Vous aurez quand même 10 ans à faire avant de pouvoir candidater. Sur un sujet alors, qui fait rêver aussi, on a bien percuté que Orange est... et voilà, on peut se toucher Orange. Voilà. Même PEC veut s'y mettre. On l'a bien percuté, voilà, qu'il y a une conviction, un positionnement stratégique et une réalité qui est justement sur la relation client. On l'a vu tout à l'heure sur cette chaîne de valeur Orange, comme quoi sur la relation client, il y aurait une différence par rapport aux concurrents. On évoquait tout à l'heure les KPI. Justement, peut-être une question pour finir cette séquence. On avait des dirigeants tout à l'heure, 2 dirigeants. Quels sont les KPI qui, de ton expérience et de l'expérience de tes autres clusters, font tilt auprès des DG? Est-ce qu'il y a des KPI qui marchent particulièrement? Et si oui, comment? On a parlé de Verbatim. Il y en a peut-être d'autres dans ta botte magique. Alors, bon, on va pas se le cacher, hein, le KPI que regardent tous les CEO, ce sont des KPI financiers. Ah bon. Les OPEX, voilà. Mais toutes les filiales d'Orange regardent le NPS, la satisfaction client sur l'ensemble des points de contact et maintenant de plus en plus sur des parcours clients. Donc ça, c'est vraiment dans nos tableaux de bord. D'accord. Et ils regardent aussi en miroir, c'est pour la réponse à la question de tout à l'heure, l'expérience client salarié.
Donc on a tous deux études miroirs, l'une pour les clients externes et l'autre pour... et les deux génèrent des actions. Très bien. Internes, externes. Donc la place une fois de plus de l'humain. Bah écoute, pour tout ça, je te remercie beaucoup. Claire est avec nous peut-être encore sur la fin de la matinée. Mais du coup, s'il y a des échanges, des questions, j'en vois, ça sera peut-être plus au moment de la pause pour tenir le timing et permettre aux personnes qui sont sur la plateforme de pouvoir nous retrouver du coup à 11h15. Encore merci beaucoup Claire de ton témoignage. Et puis du coup, vous avez une petite demi-heure de break. Comme disait l'autre, la satisfaction des besoins, ça sera au fond à gauche. Et avant, en fait, il y a quelque chose dont on voulait vous partager, parce que Claire, il n'y a pas très longtemps, participait, ou en tout cas, émettait quelque chose sur LinkedIn. Et du coup, j'avais saisi une perche, parce que comme vous le savez, le Covid, on a beaucoup mangé, on a fait un peu moins de sport. Et du coup, on parlait aussi tout à l'heure le besoin de faire du sport les uns les autres. Et du coup, Claire, a une initiative sur laquelle elle s'est lancée, une course des héros, une course des héroïnes. Voilà. Exactement. Tu gérais ton stress, effectivement. Voilà, il me demandait comment je gérais mon stress, alors je lui ai dit je cours. Et je me permets de faire un petit appel. Je cours en juin pour l'association SOS Préma. On en parlait ce matin là, avec Enfants du Mekong. Ouais. C'est les plus fragiles, c'est les enfants prématurés. Et c'est une de mes très bonnes amies qui a monté une association pour soutenir les parents, leur donner un support psychologique, des couches à la bonne taille, tout ce qu'il faut pour accueillir un enfant prématuré, qui se bat pour faire voter des lois, permettre de revenir plus tard de congé maternité pour accompagner son enfant qui est né trop tôt. Et donc je cours, et si vous scannez ce petit QR code, vous pouvez donner 10, 5, 50 euros, ce que vous voulez. C'est défiscalisé. Vous pourrez le déclarer sur votre prochaine déclaration d'impôt. La cagnotte n'est pas très importante. Ce à quoi je m'engage, c'est que si elle est atteinte avant la fin de la semaine prochaine, moi aussi je m'inscrirai. Tu viens courir avec moi. Et j'irai courir avec toi. Voilà. Et puis, s'il y en a d'autres qui veulent courir avec nous, manger, bouger, c'est pas mal. Donc merci pour cette association. C'est une belle association. Elle fait des vraies belles choses. Merci beaucoup, Claire.